Écoutez, bienvenue à tous pour cet échange autour du Vastou. C'est une journée complètement Vastou, puisque ce matin on était en consultation chez toi. Alors bon, c'est toujours intéressant parce qu'on pourra aussi avoir un témoignage par rapport à ce qui s'est passé, comment se vit une consultation. Alors j'aimerais commencer par une anecdote. En fait, c'est comment je suis venu au Vastou, comment j'ai découvert le Vastou. Je suis une personne qui suis très impliquée au niveau du soin depuis, je dirais, depuis que j'ai eu le bac, je me suis dirigé dans des études de chirurgien dentiste, donc que j'ai validé. J'ai également suivi un cursus de médecine chinoise à l'Institut français d'acupuncture à Paris. Et parallèlement à ça, je me suis impliqué dans la méditation. C'est vraiment, je dirais, quelque chose qui m'a pris dès l'adolescence. Donc c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai hésité, parce que en fait, en pensant aux soins, pour moi, la méditation, c'est la première des médecines. Et donc, j'ai commencé la méditation à l'âge de 15 ans. Suite, en fait, à je dirais, des expériences intérieures que j'avais vécues déjà dans l'enfance, qui m'ont laissé en questionnement, et je n'avais pas trouvé de réponse, jusqu'au moment où, au travers des livres, notamment la tradition tibétaine, j'ai compris enfin ce que j'avais vécu dans l'enfance. Et donc à partir de là, je me suis impliqué dans la pratique de la méditation, d'abord avec des livres, puis je me suis rendu compte quand même assez vite que les livres, c'était quand même limité, et donc je me suis mis en quête de chercher des groupes qui proposaient de la méditation, et donc à partir de l'âge de 17 ans, c'était une implication plus formelle au travers de différents groupes. Je ne vais pas vous expliquer par toutes les méandres par lesquels je suis passé. En 96, donc il y a un peu plus de 20 ans, lors d'un voyage en Inde, j'avais déjà voyagé plusieurs fois en Inde, je rencontre un jour un architecte à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, et ce faisant, dans la discussion, il y avait une ambiance très sympathique, on échange, et il me demande ce que je fais. Donc je lui dis que je suis impliqué dans la médecine, dans le soin, que je soigne les gens au niveau dentaire, mais dans un contexte plus global aussi, puisque j'intègre mon exercice dans la médecine chinoise, donc qui n'est pas une médecine qui se spécialise, comme toutes les médecines traditionnelles, il y a une approche globale de l'individu. Et donc, et je lui parle de la méditation en lui disant évidemment que pour moi, c'est aussi, transmettre la méditation, c'est aussi soigner les gens. Et sur ce monsieur me répond, eh bien, moi je soigne les maisons. Et là, bon, je me suis dit, tiens, soigner les maisons, ça me paraît bien étrange. Ça veut dire quoi, soigner les maisons? Parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, même le Feng Shui, qui est maintenant bien connu en Occident, c'était le tout début, c'était très très peu connu. Peut-être même comme le Vastou aujourd'hui, qui n'est pas connu. Et donc, je le questionne à propos du Vastou, qu'est-ce que c'est? Et donc, il commence à me dire, bon, oui, les maisons ne sont pas forcément dans la bonne énergie, et j'interviens pour rétablir l'énergie correcte à l'intérieur d'une maison. Il me dit, mais vraiment, si ça vous intéresse, eh bien, suivez-moi quand je ferai une correction. Alors, pour sûr que ça m'intéressait, j'étais très curieux de savoir comment ça pouvait se passer, et j'avais bien remarqué que quand je rentrais dans des lieux, il y avait parfois je me sentais bien. Je suppose qu'ici, dans l'assistance, si je questionne chacun d'entre vous, certainement vous avez remarqué qu'il y a des endroits qui vous conviennent, vous sentez bien, et puis des endroits où vous avez envie de ressortir au plus vite parce que l'énergie vous resserre, vous ne vous sentez pas bien. Mais voilà, ce constat était resté en jachère, c'est-à-dire j'avais constaté que, mais j'avais pas été plus loin.
Et donc, il me propose de le suivre en consultation. Ça n'a pas été possible immédiatement lors de ce séjour, mais quelques mois plus tard, les circonstances ont fait que c'était possible. Donc je suis ce monsieur en consultation. Donc on arrive dans une maison indienne, à Pondichéry, et moi je commence à mettre mes petits capteurs en place, et effectivement la maison, bon, sans être vraiment très négative, n'était pas non plus, n'avait pas une très très bonne vibration. Et donc je vois l'architecte en question commencer à poser des petits marbres, mettre du cuivre à certains endroits, et donc d'une façon assez mystérieuse. Je ne comprenais pas du tout ce qui se faisait, mais par contre, à ma grande surprise, j'ai commencé à sentir que l'énergie de la maison changeait. Et puis, au fur et à mesure que les corrections avançaient, il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans la maison. C'était très net, et d'ailleurs même les gens qui habitaient sur place disaient « mais oui, je sens, il y a des changements ». Et là, j'ai été vraiment interloqué. Et à la fin de la consultation, ce monsieur me dit voilà, en soignant la maison, je soigne également les personnes qui y habitent. Donc quelque part, nous faisons le même business, le même soin, les mêmes soins. Et à partir de là, je me suis dit mais c'est bien beau de mettre des aiguilles d'acupuncture sur un patient, pour lui soigner ses dents s'il a des problèmes dentaires. Mais s'il rentre chez lui et que sa maison est toxique, eh bien, peut-être que mes soins, en fait, sont incomplets, ou du moins ne vont pas durer, se stabiliser. Donc, à partir de ce moment, eh bien, je me suis impliqué dans cette discipline qui est le Vastu Shastra, discipline millénaire qui appartient en fait au Veda de l'Inde, à la tradition indienne. Et ce faisant, comme j'ai habité une dizaine d'années en Inde, à peu près, je dirais, 7 à 8 mois chaque année, donc ça fait quand même un temps important, à chaque fois que j'ai pu m'associer aux corrections, suivre cet architecte dans ses corrections, eh bien, je le faisais, et j'ai ainsi appris, je dirais, à la traditionnelle, à l'ancienne, c'est-à-dire le jeune qui suit l'ancien et qui apprend petit à petit en regardant, par imprégnation, par répétition. Et donc je suis resté 10 ans dans cette démarche, dans cette approche pour acquérir cette discipline qu'est le Vastu. Et ensuite, grâce aussi à la méditation qui m'a facilité cet apprentissage dans le ressenti, eh bien, j'ai commencé à faire donc des consultations. Alors, je vais maintenant poser le décor, en fait. Qu'est-ce que c'est que le Vastu dans les grandes lignes, bien sûr. En une conférence, je ne peux pas vous expliquer dans le détail toute la discipline, mais au moins poser les grands principes, et puis certainement que vous aurez des questions, et je poursuivrai avec vos questions. Alors le Vastu, c'est l'harmonie de l'habitat. Dans l'ancien temps, ça s'adressait plutôt aux temples, aux endroits sacrés. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la science sacrée de l'habitat. Mais en fait, ça peut s'appliquer tout à fait aussi à l'habitat familial, ou même sur des lieux professionnels. Puisque si l'énergie ne circule pas bien, les personnes forcément en pâtissent à l'intérieur, mais si on est dans un local commercial également, c'est-à-dire qu'il y a des énergies contraires qui font que l'harmonie à l'intérieur de l'habitat influence les gens qui y travaillent ou la famille s'il s'agit d'une habitation. Et donc, une des premières choses, en fait, c'est de considérer l'implantation de la maison. Comment elle est située sur un terrain? Est-ce que dans les proportions du terrain, la maison est bien située? Est-ce qu'elle est bien axée par rapport aux axes cardinaux? Si elle est dans l'axe cardinal, on pourrait penser que c'est parfait,
Et en fait, ça doit être nuancé. C'est assez bon si la maison est orientée cardinalement, mais si elle est un tout petit peu décalée par rapport à l'axe cardinal, c'est encore mieux. Pourquoi? Dans le Vastu, on considère qu'une maison totalement cardinale va être en fait dans une énergie statique. Et ça donne en fait une habitation effectivement très stable, mais qui peut aller jusqu'à l'inertie. Et en fait, à l'intérieur de la maison, on va se sentir lourd et peut-être même plombé. Alors, si les personnes qui habitent ont un grand dynamisme, ça peut peut-être contrecarrer leur grand dynamisme et leur convenir. Mais si les personnes qui habitent ont une nature un peu statique, un peu indolente, eh bien, ils vont être encore décompensés par la maison qui elle-même amène de l'inertie. Et ça peut aller jusqu'à la dépression, si on prend un contexte psychologique, ça peut aller aussi avec des stagnations dans le corps, parce que toute l'énergie stagne, rien ne bouge. Donc d'un point de vue médical, on peut retrouver des signes comme des kystes à différents niveaux, des problèmes circulatoires, puisque ça ne circule pas, donc la circulation également ne se fait pas très bien. Ça peut être la constipation qui aussi est un manque de circulation. Donc vous voyez, la maison elle va impacter simplement sur une orientation. A l'inverse, si on est dans un local, dans une maison qui est à 45 degrés, c'est-à-dire vraiment dans une orientation diagonale par rapport aux axes cardinaux, on dit qu'elle est dynamique. Alors là aussi, on pourrait se dire, bon, dynamique, c'est pas mal. Oui, il n'empêche que s'il y a trop de dynamisme, eh bien, c'est pas du tout reposant. Alors peut-être que pour un local commercial, c'est pas mal d'être un petit peu plus orienté vers le dynamique, parce qu'il faut que ça bouge, vous voyez. Mais dans une maison d'habitation, on a besoin quand même de se poser, de sérénité. Et à ce moment-là, une orientation trop diagonale n'est pas très très bonne. On peut aller jusqu'au burn-out, peut-être plus classiquement de l'hypertension, parce qu'il n'y a pas de repos. Donc ça, c'est un élément. L'emplacement, l'orientation, par rapport aussi aux proportions du terrain. Est-ce que c'est plus vers l'ouest, vers le nord? Il y a aussi les différentes pentes. Si on est sur une pente ouest, par exemple, eh bien, l'énergie est un petit peu moins bonne. Parce qu'on dit dans le Vastu que tout le côté ouest doit être plus haut. De la même façon, si la maison a différents niveaux et que le côté ouest est plus bas, eh bien, la maison n'est pas dans une bonne stabilité au niveau énergétique. C'est comme si, en fait, pour prendre une comparaison, on marchait avec une jambe plus courte que l'autre. Vous voyez, bon, ça ne va pas. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en considération. Il y a de multiples choses à prendre en considération dans le Vastu. Aussi, on parle de l'équilibre des éléments, air, terre, eau, feu et terre, qu'on va retrouver dans la maison. Puisque d'après le Vastu, la maison, c'est une entité vivante, avec une certaine énergie. Et à l'intérieur de cette maison, les différents éléments vont se répartir et trouver leur place. Mais si l'élément feu, par exemple, n'est pas à sa bonne place, c'est-à-dire que si, par exemple, la cheminée ou la cuisinière, l'endroit où en fait on fait le feu dans la maison pour préparer le repas, si par exemple cette cuisinière est en zone eau, bien, vous voyez, le feu dans l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Alors, je pourrais prendre de nombreux exemples. Et l'eau dans le feu, c'est presque pire encore. C'est-à-dire que là, on arrive à vraiment des situations de blocage. Et là, j'ai une anecdote à ce sujet. D'ailleurs, elle concerne la Corse, puisqu'il y a quelques années, je crois qu'il y a 2-3 ans, je suis venu faire une correction dans un hôtel
dans le sud de la Corse. Et en fait, je faisais une conférence, comme aujourd'hui, et à la fin de la conférence, j'ai 2 personnes qui viennent, qui s'approchent et qui me disent « Mais tout ce dont vous parlez, nous on le vit, tout est bloqué. » Et alors, ils disent « Il faut absolument que vous veniez, parce que de toute façon, on a un hôtel et ça ne fonctionne pas. Et on n'arrive pas... Enfin, il y avait beaucoup de problèmes, une ouverture avec 2 ans et demi de retard, enfin énormément de problèmes sur le chantier, et puis ils arrivent quand même à ouvrir l'hôtel et les clients ne viennent pas. Et pourtant, l'hôtel en question, quand on le voit comme ça, on peut se dire c'est l'endroit de rêve. Vraiment, on ne peut pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, j'arrive dans cet endroit, j'avais d'ailleurs emmené quelques étudiants avec moi pour m'assister, puisque ça faisait partie de leur formation, et donc maintenant je transmets, je prends des plus jeunes dans le domaine pour qu'ils m'accompagnent et qu'ils acquièrent de l'expérience. Et donc en fait, tout le monde a à peu près ressenti la même chose. On est rentré dans cet hôtel et on est resté comme ça dès l'entrée. On s'est dit, bah, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de clients qui viennent, parce que c'est vraiment dur. Et c'est bloqué. Je me dis, mais comment ça se fait que c'est autant bloqué? Bon, on commence à faire la visite des lieux, on monte à l'étage. Et puis, donc je regarde, j'ai toujours la boussole dans la poche, donc je regarde un peu comment c'est orienté. Bon, l'orientation était pas mal. Et on arrive donc dans une certaine partie de l'hôtel qui correspond à la zone feu. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'on trouve? Une piscine d'intérieur. Une jolie piscine en zone feu. Je dis, bah oui, là, je comprends pourquoi ça bloque. Et donc, on a commencé à faire les corrections majeures dans l'hôtel. Et on a eu quelques informations dans les mois qui ont suivi, que l'été qui a suivi, en fait, l'hôtel était plein, fonctionnait. Mais il y avait beaucoup d'autres problèmes que simplement cette piscine. On a fait, disons, les corrections fondamentales pour quand même rééquilibrer l'ensemble, et c'était quand même nettement mieux en partant, nettement mieux. Ce qui est bien aussi avec le Vastu, c'est que dès qu'on fait les corrections, le résultat il est immédiat. C'est pas il faut attendre une semaine pour que ça se passe. Ah oui, c'est direct. C'est vraiment dans les secondes qui suivent. C'est même, on se dit des fois, ça tient presque du miracle. Tellement c'est instantané. C'est vraiment curieux la façon dont ça fonctionne. Donc l'affectation des pièces, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si vous avez par exemple une chambre à coucher qui est dans la zone eau, qu'on considère comme la zone maître dans le Vastu, et si par exemple vous avez mis la chambre des enfants dans cette zone-là, eh bien, peut-être que les enfants vont prendre la force de la maison, si vous voulez, et que ça va être un peu compliqué, les relations avec les parents. Et là aussi, ça me rappelle une petite histoire. C'est bien, en fait, d'illustrer, parce qu'un jour, c'est à Marseille, je suis appelé pour une correction dans un appartement, et je tombe dans cette configuration-là, en fait, où... les enfants étaient dans la zone eau. Alors, évidemment, je pose la question, et avec les enfants, comment? Oh, on n'en parlez pas, c'est terrible, ils nous en font voir de toutes les couleurs, c'est vraiment très difficile, ils sont très exigeants, enfin c'est vraiment... j'ai dit oui, mais voilà le problème. Alors peut-être qu'ils avaient déjà un tempérament, vous voyez, un petit peu vindicatif, et pas très facile, mais en plus, le fait qu'il soit sur cette zone d'énergie, eh bien, c'était d'autant plus difficile les relations avec les parents.
la zone R est une zone d'instabilité. L'élément R, vous voyez, c'est quelque chose de fluide. Alors par exemple, si vous avez un local commercial, eh bien c'est l'endroit idéal pour mettre le stock, par exemple, qui doit bouger. Si vous le mettez dans la zone O, qui est l'endroit de stabilité, ça va fonctionner nettement moins bien. Alors là, je vous donne quelques exemples, mais les éléments, suivant la configuration du terrain, peuvent se placer à différents endroits. Donc il faut déjà pouvoir appréhender la qualité de l'énergie. Est-ce que c'est une énergie giratoire qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ou est-ce que c'est une énergie anti-giratoire? Et à partir du moment où on détermine la giration de l'énergie, eh bien, les éléments vont se positionner à certains endroits. Donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important dans le Vastu, c'est de comprendre en fait comment l'énergie circule. Donc il y a aussi la qualité des matériaux qu'on va employer dans la construction. Donc là, on glisse un petit peu vers l'éco-construction, qui est quand même un domaine maintenant de plus en plus d'actualité, où on a tendance maintenant à s'orienter aussi vers des constructions bois. Alors pas forcément dans les très très grands projets immobiliers, mais tout de même, il y a une conscience collective qui commence à bouger dans ce domaine. Donc le Vastu, évidemment, préconise le plus possible d'utiliser des matériaux naturels et non pas des matériaux transformés. C'est un petit peu comme dans l'alimentation. Plus on peut prendre un aliment, je dirais, près de la source, si le potager est devant la maison et qu'on cuisine tout de suite ce qui est cueilli, ça a évidemment une autre saveur qu'un aliment transformé, peut-être surgelé, congelé, mis en boîte. C'est sûr qu'il a perdu de son énergie. Eh bien, dans l'habitat, c'est un petit peu pareil. Si on utilise beaucoup de matériaux transformés, en fait, on perd en qualité d'énergie. Et puis, il va y avoir aussi la décoration intérieure de la maison. Comment elle est agencée, qu'est-ce qu'on a mis comme couleur, différents supports, comme des décorations au mur. Tout ça a son importance. Mais je dirais que là, les règles sont un petit peu moins figées, parce que c'est tellement subjectif, et on peut difficilement mettre une règle pour tout le monde. Là, souvent, ce qui est demandé, la plupart du temps, à la fin de la conférence, si j'en ai pas parlé pendant la conférence, on me dit « oui, et le lit, comment doit être orienté le lit ?» Alors, on peut donner des grandes lignes, des conseils, mais en fait, c'est tellement particulier. Si on dit que l'Est, la tête vers l'Est, c'est le mieux, mais peut-être que pour telle ou telle personne, non, ça va être plutôt le Nord ou plutôt le Sud. La tête à l'Ouest, en général, il faut mieux éviter. Vous savez, vous connaissez le dicton populaire, il a la tête à l'Ouest. Et c'est vrai qu'en général, c'est la quatrième intention dans les orientations. On dit en premier l'Est, en deuxième le Sud, en troisième le Nord et en dernier l'Ouest. Mais là aussi, il y a des petites nuances à apporter suivant la giration du lieu, comment tourne l'énergie. Et les couleurs, c'est pareil. La décoration, c'est quelque chose de très personnel. Et puis je dirais aussi qu'il faut être un petit peu attentif à la demande des personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Vastu absolument universel. Voilà, c'est comme ça. Parfois, je dirais que les personnes ont besoin peut-être d'une certaine problématique dans leur lieu, pour aussi pouvoir évoluer. Parce qu'il y a une interaction entre la maison et les personnes. Donc, en général, quand ils sollicitent une correction, c'est qu'ils sont prêts aussi à faire une certaine mutation.
Il y a eu un travail intérieur qui s'est opéré, et puis il y a une conscientisation aussi de certains problèmes. Et donc, c'est un petit peu comme le thérapeute. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et à ce moment-là, eh bien, on dit, tiens, voilà, bon, il faut que j'aille voir l'acupuncteur, l'ostéopathe, parce qu'on sent qu'on a besoin d'une aide extérieure pour se recaler, mais ça demande donc d'avoir conscience d'un problème. Et donc, dans la maison, parfois, les gens n'ont pas conscience, en fait, des problèmes. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt aussi, c'est-à-dire qu'on est habitué à une certaine énergie, on s'est immergé dedans, et en fait on fait avec. Comme un petit peu la bobologie, parfois on a un petit problème, on va voir le médecin et dire de toute façon c'est psychosomatique, voilà, ou c'est une maladie fonctionnelle, circulez, il n'y a rien à voir, et puis bon, vous restez avec le problème, et puis au bout d'un moment on s'accommode, puisque l'organisme a quand même des systèmes de compensation qui font que bon, il faut quand même être, je dirais, continuer sa vie familiale, sociale, et puis même s'il y a un petit problème, on fait avec. Eh bien, l'habitat, c'est un petit peu pareil, quand on est immergé dedans, c'est un petit peu plus compliqué de voir, mais certaines prises de conscience, à un moment, peuvent se faire, et puis, c'est le moment, en fait, où le consultant Vastou va intervenir. Et ce qui est aussi important, j'en ai pas trop parlé, mais c'est en fait les énergies acquises. Pour l'instant, j'ai plutôt évoqué en fait les énergies intrinsèques, c'est-à-dire comment est situé le bâtiment sur le terrain, comment il est orienté, le sous-sol aussi est important, les réseaux telluriques par exemple, en géobiologie, ça c'est aussi quelque chose qu'on aborde dans le Vastou. Cet aspect de la géobiologie, des réseaux Hartmann, Curie, les veines d'eau qui peuvent passer aussi sous la maison. Ça, c'est bien connu qu'une veine d'eau qui passe sous la maison, en termes d'énergie, c'est pas très bon. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est abordé par le Vastou avec des solutions de correction. Donc ça, tout ça, ça forme les énergies intrinsèques. Ce qui est de fait dans le sous-sol, dans la construction, l'environnement également. S'il y a des grosses constructions autour, il peut y avoir des influences. Il peut aussi, si vous êtes juste à l'orée d'un cimetière, par exemple, bon, il peut y avoir des... Alors, vous voyez là, on glisse en fait un peu vers un autre domaine, ce qu'on appelle les mémoires. C'est-à-dire que les lieux peuvent nous influencer, mais nous aussi, nous pouvons influencer les lieux. Si c'est un lieu où il y a du yoga, la méditation, petit à petit, en fait, le lieu va se charger en vibrations positives et va remonter. Par contre, si il y a des activités assez dures, assez noires qui se passent dans un lieu, ou des drames comme des suicides, ce genre de choses, bon, voilà, c'est sûr qu'il y a des empreintes compliquées qui restent dans l'habitat. Ce sont ce qu'on appelle les mémoires acquises. Et donc là, il y a aussi des protocoles pour, on va dire, nettoyer les lieux. Bien sûr, bon, c'est un petit peu en marge de je dirais, du travail classique du Vastou sur les énergies intrinsèques. Donc je pense avoir dressé un petit tableau général sur la discipline. Peut-être Dominique, j'ai oublié des choses. Dominique est architecte et un élève, enfin un compagnon de route de la méditation, puisqu'on se connaît depuis au moins 4 décennies, et qui est venu au Vastou il y a quelques années. D'ailleurs, je me souviens, ta première plongée dans le Vastou s'est faite en Corse. Et je lui ai dit, tiens, je vais... C'était dans l'hôtel dont tu parlais. Oui, d'ailleurs, tu étais là, oui, dans cet hôtel. Et alors, je me souviens, c'est que la première fois que donc Dominique est venu, on a été faire une correction dans une petite boutique de Porto Vecchio. Bon, là, du
très classique, bon, il n'y avait pas non plus énormément à faire. Et puis ensuite, le monsieur me dit, oh, ce serait bien quand même si vous veniez dans mon appartement. Donc voilà, on poursuit les corrections et on va dans l'appartement du gérant de cette boutique. Donc là aussi, il y avait des corrections à faire, et puis tout d'un coup, je dis, tiens, peut-être on va s'occuper du compteur électrique. Parce que les entrées électriques, c'est un point assez névralgique dans la maison, et il faut que ça soit bien placé. Si c'est pas bien placé, hein, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein, il faut que ça arrive dans la zone R, l'électricité. Donc si ça arrive dans un autre élément, il faut faire une correction. Donc là, je sors mes petits marbre, je corrige le lieu, et à ce moment-là, Dominique dit « C'est incroyable, tout bouge là !» Et à ce moment-là, effectivement, le déclic s'est fait. Hein, je crois que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui, celui-là, et puis après, le lendemain à l'hôtel, quoi. Ah oui, le lendemain à l'hôtel, parce que là, je crois que là, on ne pouvait pas passer à côté. Je pense que même celui qui a les capteurs bouchés, ce qui n'est pas le cas de Dominique, peut pas passer à côté de la lourdeur dans laquelle, en fait, on avait l'impression que le ciel nous tombait sur la tête en entrant, mais dès le sas d'entrée, si vous voulez, arriver sur la réception, ah ça, pour être reçu, on était bien reçu. Ce qui était amusant, c'est que du coup, tout le monde était rentré, puis j'arrive après dans le hall de l'hôtel, je rentre, et bon, je ressors, je rentre, puis Laurent me dit « Alors ?» Ah ben d'accord, mais j'ai compris. C'était intenable, on ne peut pas rester dedans, c'était terrible. Et cette marbre pour placer, c'était comment? C'est quoi exactement? Ben, en fait, ce sont des petits cubes de marbre que je vais chercher à Carrare. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, oui. Parce que donc Carrare en Italie, où il y a du marbre d'excellente qualité. Le marbre en fait a une propriété qu'on appelle l'effet diamagnétique. C'est-à-dire que ce n'est pas un matériau magnétique en soi, mais quand il est confronté, on va dire, à un champ magnétique, même le champ magnétique terrestre, il est même contre-champ. Et quand on utilise plusieurs marbres, soit en phase, en opposition de phase, enfin il y a toute une gestion, eh bien, on peut modifier l'énergie subtile de la maison. C'est vraiment, je dirais, scientifique. Hein. La gestion, par contre, est très subtile. Ça demande quand même un apprentissage assez fin. On acquiert, si vous voulez, bon, je peux parler un tout petit peu de la formation Vastu que je propose. Je prends souvent cette analogie, c'est un petit peu comme étudier la musique. C'est-à-dire qu'au début, il faut apprendre les notes. Enfin, si on est dans un apprentissage classique, on va apprendre les notes, les gammes, les rythmes. Vous voyez, en fait, tout ce qui constitue la trame de la musique. Et après, il va falloir déchiffrer une partition. Mais en fait, chaque partition est unique. Chaque maison est unique. Ça fait 10 ans que je fais de la correction, j'ai jamais trouvé deux endroits totalement identiques. Et à chaque fois, il y a des spécificités. Donc il faut savoir décliner en fait, les règles Vastu pour les adapter à l'instant présent et sur le lieu sur lequel on est. C'est ça aussi l'intérêt. C'est-à-dire que le Vastu, c'est pas simplement d'apprendre des règles et les appliquer bêtement. Si on fait ça, je pense que les résultats sont assez moyens, voire même peut-être néfastes dans certains cas, et c'est une approche très mentale. Mais je ne dis pas que le mental est inutile. Le mental nous sert à acquérir des connaissances, à engranger des règles, mais après il faut aller aussi au-delà. C'est ce qu'on appelle en fait, dans
dans le yoga, la méditation, l'approche psychique. Le psychique, c'est quelque chose qui est au-delà du mental, qui est plutôt intuitif. On sait que c'est comme ça, mais on ne peut pas forcément expliquer pourquoi. On a tous eu, à un moment ou à un autre dans la vie, ce genre de réaction où on se dit ce truc-là, je ne le sens pas du tout, je ne peux pas du tout expliquer pourquoi, mais je ne le sens pas. Ou au contraire, il faut absolument que je fasse ça, et pareil, je n'ai pas d'explication. Mais voilà, c'est ça que je dois faire, c'est ça qui est correct. Donc là, c'est le psychique qui parle, c'est quelque chose qui est au-delà du raisonnement. Et dans le Vastu, on doit en fait, je dirais, surfer sur les deux plans. C'est-à-dire qu'on doit avoir en background je dirais, tous les principes, mais après, il faut, voilà, il faut savoir les ajuster en fonction du lieu. Et c'est super intéressant d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tomber dans la routine, vous voyez, avec une discipline comme le Vastu. Et moi je suis toujours étonné, hein, pas plus tard que ce matin, nous avons fait une correction à Cargès, et on pose parfois un cuivre à un certain endroit, alors avec vraiment une précision presque millimétrique, hein, c'est très pointu en fait. On suit une règle, là pour le coup on suit une règle parce qu'on a senti qu'il fallait appliquer cette règle-là à ce moment-là dans ce lieu, et dès qu'on le met, on a l'impression que les murs s'élargissent, on est plus léger, tout d'un coup on était un petit peu comme ça, on respire mieux, il y a de la joie aussi qui se met en place, ça c'est souvent un signe. Il y a de la lumière, plus de luminosité, on se dit mais comment c'est possible que ça soit plus lumineux? Même le sonore peut être modifié. Ça me rappelle en fait une correction que j'ai faite à Saint-Cloud, dans la région parisienne. Une petite maison individuelle dans Saint-Cloud. Et bon, alors déjà, à l'étage, la dame qui me mandate pour cette correction me dit « Mais vous savez, mon mari, il dort très très mal, ça va vraiment pas. » Donc je regarde, bon, il n'y avait pas spécialement d'onde de forme perturbatrice autour du lit. Donc là, je prends ma petite baguette, ma petite antenne de Hartmann pour regarder s'il n'y avait pas justement des réseaux perturbants, ce qu'on appelle un nœud de Hartmann, c'est-à-dire deux lignes fortes qui pourraient se placer sur le lit. Et évidemment, je trouve un nœud de Hartmann puissant, juste à cet endroit-là. Comme la chambre était grande, je dis, vous pouvez un petit peu décaler le lit, pas beaucoup, 50 cm. Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, les deux petites tables de nuit ont migré, le lit a migré, et hop, on a déplacé le lit. Et dès la nuit suivante, le monsieur a parfaitement dormi. Il avait en fait un nœud de Hartmann là, juste sur le cœur. Donc c'était évident. Alors j'en reviens aussi à cette influence sur le sonore. Donc sur l'arrière de la maison, il y avait quelques marches, on descendait, et puis là il y avait une jolie pièce, un peu tout en longueur, qui faisait une espèce de petite chapelle. Parce qu'en fait le plafond c'était directement sous la toiture, une grande pièce qui était plutôt une pièce conviviale. Quand il recevait des amis, vous voyez, on pouvait mettre une grande tablée jusqu'à, je sais pas, 12-15 personnes. Et puis elle me dit, bon, oui, cette pièce-là, elle est sympa, mais par contre, dès qu'on a des amis, on ne s'entend pas. C'est-à-dire que ça résonne dans la pièce. Et je regarde, il y avait des poutrelles, des petits IPN qui soutenaient en fait la toiture, et plein d'ondes de forme, mais vraiment dures.
Donc je fais une correction par rapport à ces ondes de forme, puis bon, on sent qu'effectivement c'est un peu mieux dans la pièce, puis voilà, donc je termine ma consultation, et puis quelques temps plus tard, je revois la personne, elle me dit mais c'est incroyable, on avait des amis, ça a totalement changé l'ambiance, on arrivait à se parler tous ensemble, on pouvait s'entendre dans la pièce, alors qu'avant c'était impossible. J'avais d'ailleurs, moi, jamais expérimenté ce genre de correction, si vous voulez, par rapport au son. Moi, c'était plutôt pour les ondes de forme, pour que ça soit plus paisible dans la pièce. Mais en fait, ça fonctionnait aussi par rapport à des perturbations sonores. Intéressant. Peut-être je peux encore illustrer certaines corrections au travers de vos questions. Moi j'ai une question. Depuis tout à l'heure tu parles des zones feu, zone air, zone eau. En fait, comment tu définis les zones? Comment elles se définissent? Comment sait-on si on est en zone feu, en zone eau, en zone air? Alors c'est par rapport en fait à la répartition cardinale, comment le bâtiment est orienté. Et s'il est par exemple orienté en diagonale, eh bien, comme c'était le cas d'ailleurs dans ton lieu, c'est pour ça qu'on a fait cette correction sur le pas de l'entrée pour pouvoir ramener un peu plus de statique dans cet endroit trop dynamique, sans le placer totalement statique, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même respecté un certain dynamisme, parce que c'est un lieu professionnel, donc il faut quand même lui laisser du mouvement. Mais dans cette configuration-là, de toute façon, les éléments sont relativement instables. Donc c'est assez compliqué, en fait, de pouvoir les localiser. Par contre, quand on est sur une maison, un local qui est relativement bien orienté cardinalement, c'est-à-dire dans l'axe nord-sud, est-ouest, eh bien, on va avoir une répartition assez stable des éléments. Si on est dans une énergie giratoire, on va avoir le feu au sud-est, l'éther au nord-est, l'air au nord-ouest et l'eau au sud-ouest, et la terre au centre. Ça, c'est une des configurations possibles. Maintenant, il y a aussi en Inde plusieurs écoles, et parfois, on a une inversion, en fait, entre l'eau, la terre et l'éther, qui se répartissent différemment. En fait, ça s'explique mais là, bon, il faudrait aller un petit peu plus loin dans les explications. C'est simplement que, en fait, on n'a pas pris les mêmes référents pour placer les éléments. Mais chaque élément est à sa place. Alors, dit comme ça peut paraître un peu contradictoire, mais bon, si je développe, on trouve en fait les arguments qui permettent de comprendre pourquoi on peut intervertir certains éléments. Par contre, si on est dans une énergie antigiratoire, ce qui est quand même un cas relativement fréquent sur la côte ouest de la Corse, puisqu'on a un relief montagneux, si vous voulez, qui se dirige vers l'ouest, donc quand on a une pente ouest marquée, on est plutôt en énergie antigiratoire, eh bien les éléments vont se placer autrement. Alors giratoire ou antigiratoire, c'est pas quelque chose de positif, négatif. Il ne faut pas le prendre, flûte, ma maison antigiratoire, c'est pas bon. Hein. C'est simplement une orientation de l'énergie, ça ne présume en rien de la qualité de l'habitat. On a d'excellents habitats en antigiratoire qui peuvent être extrêmement harmonieux. Ici, dans la maison dans laquelle nous sommes accueillis aujourd'hui, nous sommes dans une maison d'énergie antigiratoire. Et je pense que nous y sommes bien. Nous y sommes bien. Oui. On a fait déjà quelques corrections. On a fait quelques corrections et d'ailleurs, dès qu'on a... Là, on a fait des corrections assez complexes pour rétablir un petit peu l'harmonie dans le terrain, parce que ça concerne aussi le terrain, bien sûr. Hein. Parfois, il y a des
des disproportions ou différents problèmes qui font que le terrain n'est pas harmonieux. Donc là, il y a des possibilités en fait de réharmoniser le terrain en lui donnant des nouvelles proportions énergétiques. Et dès qu'on a fait ce travail-là, je peux vous dire que ça a beaucoup changé. Hein. Et Anne, hein, tu as tout de suite senti des changements importants. Aussi bien physique que de ressenti plus intérieur. C'est ça aussi qui a le côté un petit peu magique du Vastou, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'attendre. C'est Ouais. Et moi j'ai une question sur le terrain, c'est avec les mêmes outils qu'à l'intérieur de la maison qu'on travaille? Oui, essentiellement avec du marbre. Oui. Le marbre est un petit peu plus puissant que le cuivre. Encore que le cuivre, c'est pas la même gestion. On ne l'utilise pas pour les mêmes raisons. Et ça veut dire on enterre les choses ou... Oui, en général, on met un petit peu à 10 cm, 10-15 cm sous terre. Alors là, on utilise souvent des marbres en opposition de phase pour créer un champ puissant avec des points d'appui sur certains endroits. Donc bon, il y a toute une logique, hein, bien sûr. C'est pas je lance les cailloux en l'air et puis voilà, ils retombent là et puis je vais mettre là. Il y a quand même une réflexion derrière, mais qui doit être validée par un senti. Hein, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas directement le matériel. On le met en place, on regarde ce que ça donne. Parfois, il faut réajuster un petit peu. Parce que, si vous voulez, quand on change comme ça, c'est une correction majeure. Corriger un terrain, ça fait partie des corrections les plus puissantes, parce qu'en fait, c'est comme si on redonnait une nouvelle naissance au lieu. C'est de cet ordre-là, d'un point de vue énergétique. C'est pour ça d'ailleurs que les étudiants, en général, sur ce genre de correction, je leur demande au moins les premières années, que je donne mon aval. Parce que, si vous voulez, ça peut être très puissant dans un sens et aussi dans un autre. Hein. Mais quand on change comme ça le périmètre énergétique, en fait, on change énormément de choses sur l'énergie de l'habitat. Et donc, c'est une correction majeure, c'est une correction importante. Et question, et quand c'est enterré, on va marquer où c'est enterré, parce qu'on peut planter sans savoir quelque chose au-dessus. Oui, ben c'est bien d'avoir un petit repère. Là, on a mis un gros pot de fleurs, vous voyez, parce qu'il y avait de toute façon il y avait des choses déjà dans le jardin. Donc plutôt que de le mettre là, ben, on va le mettre là. Comme ça, on sait que sous le pot de fleurs, on a quelque chose. Parce que des fois, effectivement, on peut décider de faire des travaux dans le jardin ou de faire des plantations. Oui. Et puis, Et le cuivre est enterré aussi, de temps en temps? Non, les cuivres, on travaille très rarement à l'extérieur avec les cuivres. Oui, comme ça. On travaille plutôt à l'intérieur de la maison. Hein, sauf, il y a quelques cas où on peut travailler avec le cuivre à l'extérieur. Et dans la maison, que c'est collé ou quelque chose? Parce qu'on ne peut pas enterrer toujours dans une maison, par exemple. On ne peut pas. Dans un sol ou quelque chose. C'est collé ou que ça ne déplace pas? C'est vraiment des petites plaques, mais qui sont vraiment très fines, hein, qui font 4 dixièmes de millimètre. Hein, donc, vous voyez, on est en dessous de millimètre. C'est vraiment très fin. Et on peut les placer au sol, on peut les placer au plafond, on peut les placer sur les murs. Enfin, bon. Et collé? Oui, collé. Oui. Puis ensuite, on peut même les peindre par-dessus, si on ne veut pas avoir le petit symbole en cuivre voyant. Ça, je dirais à la discrétion des gens. En général, ils aiment bien. Ça leur plaît. C'est vrai que c'est beau. Oui, en plus, c'est beau, c'est pas... J'ai rentré, il a voulu l'enlever avec le pied, il fait qu'est-ce que c'est pas? Je dis ne touche pas. Le premier à la porte d'entrée. Mon mari dit qu'est-ce que c'est là? Je dis non, ne touche pas. Il fait je voulais l'enlever. C'est joli, ça fait comme une petite mosaïque.
Moi j'avais une autre question aussi, c'est pas que ça m'intéresse, mais en fait lorsque vous faites des corrections, oui ça m'intéresse. Je pense que ça t'intéresse. Lorsqu'on fait en fait une correction, la correction, parce qu'on corrige les énergies, ok, mais elle ne se rebloque plus, elle ne change plus. Non, il y a des toutes petites modifications en fait en fonction des saisons, parce que l'énergie extérieure a aussi une influence, mais on est dans du très structurel au niveau, C'est fou, ça, au niveau du Vastu, c'est-à-dire qu'on est vraiment, quand on dit on donne une naissance au lieu, on a un thème astrologique de naissance et il ne change pas quand on a 10 ans ou 20 ans, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez structurel, mais qui, en fonction évidemment des planètes, va faire qu'il y a des moments plus porteurs ou des moments un peu plus compliqués. Mais au niveau du Vastu, on a une action vraiment très très structurelle, un peu comme dans les fondations de la maison. Et donc, c'est pas si influencé que ça par le côté astrologique. Donc les corrections sont là pour durer et il n'y a pas besoin de revenir 6 mois après pour faire un petit, je sais pas, un petit relooking Vastu. C'est bien ça, parce que... Comme les énergies circulent, je me dis qu'il peut se passer quelque chose, je dis pas un tremblement de terre ou quoi, mais et qui bouscule en fait. Moi je pense beaucoup aux énergies telluriques, enfin non, c'est, je sais pas. Ah, s'il y a un tremblement de terre, là on est dans des cas quand même très... Il y en a tellement de plus en plus. Oui, bon, mais ça effectivement, là on peut c'est plus une correction Vastu, là c'est une correction majeure tellurique. Mais bien sûr, si tout d'un coup il y a un bulldozer qui rentre dans une partie de la maison et qui change les proportions, c'est sûr que ça va avoir un impact. Qu'est-ce que vous pensez des maisons faites avec le granit en Corse? Ça, c'est quelque chose aussi qui est fort. Hein? On peut collectionner ça aussi. Mais le matériau, on ne peut pas trop faire sur le matériau. Le matériau, c'est le matériau. Après, ce qui importe plus, c'est comment il a été utilisé et comment, quelle est l'orientation de la maison. Bon, c'est sûr qu'une maison qui est, on va dire, en bois, avec une isolation paille et puis de la chaux, on va être dans quelque chose de beaucoup plus paisible qu'une maison en granit. Oui. Le granit, c'est dur. Dur, oui. Et là, d'autant plus qu'on a tout intérêt à qu'elle soit bien corrigée. Parce que si vous voulez, déjà, on part avec un certain handicap au niveau du matériau lui-même. C'est pas que le granit, ça soit mauvais, mais disons que si la maison n'est pas très bien orientée, ça peut accentuer, vous voyez, des déséquilibres. Alors qu'au contraire, une maison faite avec des pierres plutôt calcaires vont tamponner, si vous voulez, les énergies, et si c'est pas très bien agencé, ça va être un peu diminué, si vous voulez, par les matériaux utilisés. Ce que vous avez quand même une grande chance quand vous êtes sur le bord littoral, c'est que l'océan ou la mer Méditerranée, ici en l'occurrence, eh bien, va avoir un effet de tampon. C'est-à-dire qu'en bord de mer, on a un effet tampon qui disparaît à peu près entre 1 à 2 km. Mais si on est sur une zone, on va dire, de 1 km par rapport à la côte, on a un effet tampon. Ça veut dire que les choses négatives vont être un peu moins négatives. Ça adoucit. Oui. Ça adoucit. C'est pour ça qu'on se sent bien au bord de mer. Bord de l'eau. C'est vrai qu'on se sent bien près de l'eau. L'eau a un effet aussi nettoyant. On peut se décharger de certaines négativités simplement avec un bon bain d'eau de mer. C'est très plaisant. Et nous, est-ce que nous pouvons savoir comment est disposée notre maison? Par exemple, moi,
dans quelle énergie est-ce que je suis? Si vous voulez, soit vous faites une formation Vastu, soit vous demandez un diagnostic auprès de quelqu'un qui connaît le Vastu. C'est-à-dire que bon, après, c'est quand même un petit peu compliqué à l'issue d'une conférence de vous donner quelques clés, puis vous voyez, avoir vous-même la capacité de déterminer la giration, est-ce que je suis en énergie statique, dynamique, giratoire, antigiratoire. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture de la maison, ce qui est au sud ou bien au sûr, nord. bien sûr, tout est important, les proportions des portes à l'intérieur, est-ce que j'ai des portes monobattantes, est-ce que j'ai des portes à double battant, comme c'était dans les constructions anciennes. Hein. Si vous regardez les anciennes maisons, la porte d'entrée, c'est toujours une porte à deux battants. Pourquoi? Pour respecter l'équilibre lunaire solaire. Mais maintenant, on a oublié ça, donc on fait des monobattants et qui nécessitent de faire une correction pour rétablir justement un équilibre entre le solaire et le lunaire. Alors c'est vrai que quand on parle de ça aux architectes, bon, généralement ça fait sourire parce que c'est des notions très subtiles, mais ça fonctionne. Hein, ça fonctionne depuis des milliers d'années en Inde. Je pense que si ça ne fonctionnait pas, ça se saurait. Et il y a longtemps que ça aurait disparu. Hein, c'est comme les médecines, comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise que je connais bien, hein, parce que je suis aussi médecin acupuncteur. Je connais très très bien cette médecine. C'est une médecine extraordinaire qui marche très très bien pour beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est la panacée pour tout, mais si elle était plus employée, il y a peut-être beaucoup de personnes qui prendraient un peu moins de médicaments. C'est sûr. Donc c'est possible de faire un diagnostic. Hein, par exemple sur notre site, vous verrez avant de partir, vous pourrez prendre un document, et vous allez sur notre site, et c'est possible d'avoir un diagnostic. Vous verrez quelle est la procédure à suivre, hein, c'est pas très très compliqué. On a besoin de quelques éléments bien sûr. Et puis après, bon, on arrive en fait à un certain classement dans l'énergie, si vous voulez. Si vous êtes sur une échelle de 1 à 10 à 5, bon, vous commencez à être à l'équilibre. C'est pas extraordinaire en termes d'énergie, mais au moins vous n'êtes pas décompensé. Mais si vous descendez déjà à 4, bon, ça veut dire que c'est un lieu qui va vous peser, qui vous freine, Alors tout dépend aussi de votre énergie vitale. Hein. Il y a des gens, même s'ils sont dans un endroit qui n'est pas très sain, bon, ils ont une telle énergie qu'ils vont compenser. Mais peut-être qu'à la longue aussi, les décennies faisant, eh bien peut-être qu'ils vont finir quand même par être décompensés. Hein, vous voyez, c'est comme certaines personnes qui ont une santé de fer, ils boivent, ils fument, et puis ils deviennent centenaires. Bon, c'est pas quand même... c'est pas la majorité, mais il y a toujours des cas d'exception. Hein. Ceci étant, on sait quand même pertinemment que ce n'est pas des éléments porteurs de vie. Donc, dans la maison, c'est un petit peu pareil. Si vous avez une décompensation, je peux prendre un exemple. Si, par exemple, votre cuisinière, enfin, l'endroit où vous cuisinez, se trouve, par exemple, en zone eau, eh bien, si vous avez déjà un petit peu des faiblesses de circulation, eh bien, vous allez avoir des problèmes de jambes, des problèmes de genoux, des problèmes articulaires, des problèmes circulatoires. Ça va affecter la partie basse du corps. Et ça, c'est quelque chose en tant que consultant, qu'on voit. C'est-à-dire, la cuisine n'est pas bien placée dans la maison, et on pose assez souvent la question, vous n'avez pas de problème au niveau des jambes? Et pratiquement tout le temps, dire si, ça ne va pas très bien. Il y a au moins 1 ou 2 personnes dans la maison qui ont des problèmes dans la partie basse du corps. Et après correction, la plupart du temps, les problèmes disparaissent. La plupart du temps. En fait, on n'imagine pas à quel point la maison peut nous influencer. Dans le Vastu, on dit que c'est notre 3e peau.
La première peau, c'est notre Oui, peau. c'est ça, oui. La deuxième, c'est le vêtement. Et la troisième, c'est l'habitat. C'est l'habitat, oui. Et puis en plus, on reste quand même si on travaille la journée à l'extérieur, on reste quand même chez soi la nuit. Ça fait quand même beaucoup de temps passé. Et autant être dans un endroit porteur de vie et non pas énergivore. Et certaines personnes rentrent chez elles, passent une nuit, elles se réveillent le matin, elles sont encore plus fatiguées que... Enfin, elles se sentent pas du tout reposées. Alors, peut-être, il ne faut pas non plus mettre tout sur le dos du Vastu. Attention, là je peux faire quand même une petite digression, c'est-à-dire qu'on a tendance assez naturellement, en tant qu'être humain, à mettre tous ces problèmes, si vous voulez, sur une raison extérieure. Il peut y avoir effectivement des décompensations dues à l'énergie de la maison, qui nous tirent dans une certaine direction néfaste, mais bon, ça n'exclut pas aussi de faire un travail personnel, un travail intérieur personnel, bien sûr. D'autres questions? Oui, la question, quand ça peut faire par exemple, on va déménager en quelques mois, ça sera une autre maison, c'est une autre situation, et vous n'êtes pas là toujours ici, on habite ici, est-ce qu'on a des personnes qui peuvent le faire? Ça peut se faire, mais il peut peut-être plus simplement... bon, là on a un consultant déjà qui a été formé, qui est sur Figari, mais bon, malheureusement, là il a eu un accident quand même assez grave, un accident de moto, donc je pense pas qu'il soit pour l'instant très valide, parce qu'il devait normalement venir avec nous, puisque quand je me déplace, en général les consultants qui sont sur place viennent parce que ça leur fait toujours des compléments de formation. Donc on voit à chaque fois des cas particuliers, donc ça leur amène davantage d'expérience. Et là, il n'a pas pu venir justement parce qu'il ne peut pas se déplacer. Alors, il peut y avoir, je dirais déjà un diagnostic, c'est-à-dire que si vous pressentez un lieu, bien si on a l'adresse, déjà avec Google Earth, on peut venir visiter, vous voyez, le lieu. Un petit plan cadastral quand c'est possible. Avec ça, déjà, on a une idée. Bon, dans les grandes lignes pour dire bon, ça paraît pas mal ou plutôt à éviter. Et puis après, eh bien, une fois, mais il faut aussi vous mettiez en place vos petits capteurs, et je suis sûr que vous avez plein de petits capteurs ouverts tous les deux, donc je pense qu'il faut faire confiance aussi à votre intuition et vous mettre en lien avec le lieu que vous visitez, et à partir de là, bon, ça va. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais après, bon, ben, si vraiment vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, soit un consultant déjà ici formé, ou moi-même si je reviens ici en Corse, bon, ben, je peux venir. Là, hier j'ai fait une correction, ce matin j'ai fait une correction, demain matin je fais une correction, mais demain après-midi nous prenons un avion, Lydie et moi, et nous retournons sur le continent. Mais Anne et Bernard, ils sont là, alors vous avez contact avec eux aussi, n'est-ce pas? Oui, pour voir que vous êtes de nouveau ici. Ben, vous savez, en fait, c'est un petit peu une question de demande, c'est-à-dire que je fonctionne beaucoup comme ça. S'il y a 3-4 personnes qui sollicitent pour des corrections Vastu, on peut très bien revenir, je sais pas, bon, on a quand même un calendrier assez serré parce que on a quand même beaucoup d'activités avec le Vastu, avec la méditation, et puis on a aussi notre vie familiale, puisqu'on a quand même... Lydie et moi, à nous deux, ça fait 8 enfants, donc bon, il y en a quand même 3 grands, enfin allez, on va dire 4 maintenant, parce que
Bon, la quatrième va avoir 20 ans là, dans quelques mois, donc elle est en train de sortir un petit peu du circuit habituel, mais ça en fait encore 4, hein, vous voyez, donc il faut quand même être présent pour eux. Ça demande des organisations, et puis il y a quand même la méditation, puis je fais des stages. Bon, aussi autour de la méditation, il y a la formation Vastu, bon, il y a la permaculture aussi, qui est quelque chose qu'on développe sur notre site. Et on fait enfin, vous aurez toutes les informations, si ça vous intéresse, sur nos activités, hein, sur nos sites internet. Et puis parfois je me déplace aussi à l'étranger, hein, je fais aussi du Vastu en Italie, à Tunis, l'année dernière on était à Moscou, vous voyez, on est sollicité parfois loin. Mais c'est une question de demande. S'il y a vraiment, on sent qu'il y a une demande assez pressante et qu'il y a plusieurs personnes, bon, pour faire une consultation, non. Mais déjà, s'il y a 3-4 sollicitations sur un lieu géographique, vous voyez, eh bien, on va trouver. On va observer les gens autour de nous qui sont un peu malades, qui sont un peu dans la maison, et qui connaissent la maison déjà. Il va y avoir une liste d'attente. Il faut quand même leur demander s'ils sont prêts à faire du Vastu. Voilà. Parce que c'est pas forcément toujours évident. Et puis bon, ça demande quand même un petit investissement. Bon, donc là aussi, des fois, les gens ils veulent bien, mais vous voyez, il faut mettre un petit peu d'argent. Bon, mais bon, quand vraiment on sent que c'est la nécessité, bon, puis il y a toujours des facilités possibles. Bon, c'est pas. Et vous parliez d'échelle tout à l'heure, une échelle, enfin 5, il y avait 4, tout ça, et donc du coup si on est au-delà de 5, ça veut dire que c'est bien. Enfin, alors en général jusqu'à 6-7, on est dans des lieux assez bons, assez porteurs, bon il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de correction majeure à apporter, mais on peut encore le faire monter. Bon, disons que là, il y a moins de sollicitations pour des personnes qui vivent dans une maison qui est à 7, parce que c'est harmonieux, il y a une bonne ambiance dans la maison, il n'y a pas de conflit, la situation matérielle va très bien. Parce que ça aussi, hein, parfois, vous avez une configuration dans la maison qui fait que le matériel est compliqué, hein, parce qu'il y a aussi un lien avec l'énergie matérielle. Notamment la monnaie. En Inde, je peux vous dire que les grands hommes d'affaires, c'est un petit peu comme d'ailleurs au Japon, hein, où ils ont leurs consultants Vastu, Feng Shui. Mais en Inde, les grands businessmen, ils ne vont pas monter une usine ou un grand local commercial sans faire appel à leurs consultants Vastu. Et les architectes ont intérêt à s'aligner sur ce que le consultant Vastu demande. Parce que c'est très très important. Et là aussi, hein, j'ai des exemples où je suis intervenu sur des locaux professionnels ou commerciaux. C'est très très net. Dès qu'on fait les corrections, il y a des trucs qui se débloquent. Je suis témoin, moi cet après-midi, ça n'a pas arrêté. Je ne vais pas dire que c'est une coïncidence, je ne crois pas que c'est une coïncidence, je crois au hasard. C'était fou. Je vous jure. Peut-être sur 30 personnes qui sont rentrées, il y a peut-être 2 couples qui n'ont rien acheté. Je t'assure. Et après, j'ai Léo avec qui je fais les balades et tout, il dit « Ah, t'es ouvert, bien, je viens !» Parce que bon, on travaille pour lui, donc on a une participation. « Tiens, tes sous !» Ça venait de tous les côtés, je dis « Mon Dieu !» Alors je dis ça, j'y souris, mon mari me dit « Ah, mais si tu es contente !»
Mais En fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est un investissement en termes de santé, mais parfois aussi matériel. Mais et en même temps, je tiens à dire quelque chose qui me tient à cœur et qui est vrai. J'ai voulu faire cette correction énergétique parce que je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que ça bloquait. Je ne me sentais pas très bien dans cette brocante, mais je voulais y être mieux. C'était mon premier but en fait. Hein. C'était pas me dire allez, du coup il va y avoir de l'argent, les gens vont rentrer, vont acheter. Non, c'était vraiment surtout au niveau énergétique rétablir tout ça. Quoi. Et on a vu ce que ça donnait ce matin. Là, c'était fort, c'était entre les pleurs, les larmes, les rires, la lumière. C'était génial. Ce que je trouve vraiment passionnant, dans l'étude du Vastou qu'on a commencé, c'est à la fois il y a des choses extrêmement précises, très rationnelles, très voilà des savoirs. On ne peut pas discuter là-dessus, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis en même temps, il y a toute une partie du travail qui est, je parle de capteur, mais on travaille avec son écoute intérieure, son intuition, en lien aussi avec la personne qui vit dans la maison. C'est passionnant. Enfin, moi, je trouve que ça me comble sur tous les plans. C'est une discipline magnifique. C'est plus que ça paraît comme ça. C'est un outil de connaissance de soi, d'ajustement au monde. C'est magnifique. Après, quand on sait que de toute façon tout est énergie, on comprend mieux et le Vastou, c'est un pool de source. Quoi. Je veux dire, c'est dommage que tout le monde n'ait pas, je dirais, accès à. Il faudrait que ça s'ouvre. Il y a beaucoup de domaines dans la société qui gagneraient en fait. Le Vastou pour l'architecture, en fait, mais on pourrait dire aussi les médecines traditionnelles pour la santé. Mais en fait, tout est relié. Tout est apporté. La permaculture aussi pour se diriger vers justement une agriculture respectueuse de l'environnement, qui prend soin de la terre, qui prend soin de l'humain, et qui nous amène en fait à une vraie réflexion sur le partage des ressources aussi. Tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et c'est vrai que le Vastou, moi, ça m'a émerveillé dès la première minute. Parce que quand j'ai ressenti dans mon corps qu'il y avait quelque chose qui changeait, et qu'en mieux, justement, où il y a de la lumière qui arrive, il y a de la joie, on sent que c'est l'habitat, en fait, il est... Même à la fin des fois des consultations, on n'a plus envie de partir. Vous voyez, tellement c'est bon. Ben oui, parce qu'en fait, on se pose, puis on voit la personne qui est contente, et puis elle-même, elle n'a pas envie qu'on parte. Et vous voyez, ça fait quelque chose de très joyeux. Eh bien, on ne peut pas zapper ça. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit devenir consultant Vastou, bien sûr. Ça fait partie, je dirais, peut-être de certains domaines. On n'est pas tous faits pour être boulanger, vous voyez, ou agriculteur, ou médecin, ou instituteur. Ça, c'est une question de vocation. Mais par contre, ça devrait être beaucoup plus présent dans la société, dans une société plus humaine, plus juste, plus en accord avec la nature. Le Vastou, c'est en fait simplement mettre en place les lois de la nature en relation avec l'habitat. C'est juste ça, et c'est beaucoup. Oui. Mais c'est pas évident parce que maintenant, quand on fait une maison, déjà on voit l'intérêt personnel de la conception. Souvent c'est à cause du budget. Ensuite, on fait un peu n'importe quoi parce que même les artisans, ils ont plus... Enfin, on fait pas n'importe quoi, on met toujours le toit au niveau du toit, ça c'est sûr. Les fondations restent au sol, heureusement. Mais quoique, avec des artistes, on pourrait faire des maisons tendues, on y pense. En fait, là, comme vous disiez tout à l'heure, en Inde, ils respectent
Pas tout le temps. Hein, pas tout le temps, mais dans les configurations où la maison, voilà, elle est avec 2 battants, déjà en porte d'entrée et compagnie, déjà on crée un équilibre dans la fabrication de la maison, alors que maintenant vous devez voir de tout. Ah oui, des aberrations, ça c'est sûr qu'on en voit beaucoup. Maintenant, il y a une grande différence entre un projet immobilier et puis, je dirais, de l'existant. Bon, bah, l'existant, il existe, il est comme ça, on doit faire avec, et puis on va essayer de faire au mieux pour rehausser l'énergie du lieu. Maintenant, sur un projet, parfois, c'est simplement de déplacer peut-être au moment de la conception, hein, parce que ça m'arrive aussi d'être appelé sur un projet. Ce qui est d'ailleurs très intéressant de travailler sur un projet, parce qu'on va déjà étudier un petit peu le terrain, et puis, bon, si vous voulez, un concept vaste ou global sur un projet immobilier, ça va représenter à peu près, allez, on va dire 1% de l'enveloppe. Bon, ce qui nécessite de se déplacer au moins 3 ou 4 fois, hein, parce qu'il y a déjà, si vous voulez, l'étude du terrain, et si vous déplacez par exemple la maison sur un terrain, vous la déplacez à une dizaine de mètres, plus vers l'est, plus vers l'ouest, vous allez totalement changer l'énergie de l'habitat. Donc tant qu'à faire, puisqu'on est quand même parti dans un projet sur la durée, ce serait peut-être bien qu'elle soit posée au bon endroit, vous voyez. Après, bon, il y a bien sûr les questions d'urbanisme, de PLU et autres qui imposent certaines choses. Mais parfois, on peut avoir un certain degré de liberté. Bon, au lieu de la positionner comme ça, bien, on va changer de 5 ou 10 degrés, vous voyez, la position de la maison. Parfois, c'est possible. Et puis ensuite, on laisse travailler l'architecte en fonction de votre projet personnel. Et puis, on va regarder, en fait, sur plan, et on va dire, bon, ça, par contre, c'est pas très opportun dans la maison. Donc, on peut suggérer quelques modifications. Maintenant, après, soit c'est trop impactant sur le projet, et à ce moment-là, on laisse en l'état, en disant que, bon, si vraiment vous voulez quand même que l'habitat soit correct, il faudra intervenir dans un deuxième temps en correction dessus. Vous voyez? Donc, on peut agir à plusieurs niveaux. C'est pas forcément... je veux dire, une dépense énorme sur le budget d'une construction, et je dirais même que parfois ça fait faire des économies. Parce que si votre maison, elle est mal placée, elle est mal positionnée, tiens, ça me rappelle une correction que j'ai faite en Corse à Bonifacio. Donc la maison existait. Là, j'interviens sur de l'existant, et puis je vois à un moment une baie vitrée qui était un petit peu dans un renfoncement. D'un point de vue énergie, c'était absurde comme conception. Le reste de la maison était pas mal, mais cet endroit-là, et d'ailleurs quand je m'approche, je sens que ça serre, ça va pas du tout. Et alors je dis au propriétaire, là, ça a été facile d'installer la baie vitrée. Oh, n'en parlez pas, on a dû la refaire 3 fois. La première fois, ils l'ont livrée, ils l'ont cassée. La deuxième fois, elle n'était pas aux cotes. Et j'ai pu la troisième fois, il y avait eu encore un truc. Parfois même, les ouvriers se blessent. Il peut y avoir des accidents. Je connais même un cas extrême en région parisienne où j'ai été appelé. Il y a quelques années, j'ai fait une correction dans une maison épouvantable en termes d'énergie. Alors là, sur l'échelle de 1 à 10, moi je l'aurais mis à 1 pour vous dire, on est dans le toxique de chez toxique. Hein. C'est à la limite de dire faites venir le bulle et rasez tout. C'est pas souvent, quand même, c'est pas souvent, mais là c'était vraiment compliqué en termes d'énergie. Donc je fais au mieux,
j'arrive tant bien que mal un peu à remonter les choses, mais je suis même pas sûr que j'arrivais au niveau 5, vous voyez, je remontais quand même. C'était limite acceptable, mais c'était quand même plus au degré de toxicité au moment où je suis arrivé. Et puis, bon, la personne, très contente, me dit « oui, je sens que c'est mieux ». Bon, oui, effectivement, c'est mieux. Et voilà, et puis 3-4 ans plus tard, la personne me rappelle, elle me dit « au secours, il faut absolument que vous veniez ». Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « j'ai entrepris des travaux, en fait, on a cassé des cloisons, ils ont modifié, alors votre matériel, évidemment, il a un peu, ça a été modifié, ça a disparu, et c'est terrible, parce que les ouvriers, ils ont eu des accidents en venant chez moi, et là maintenant, plus personne ne veut venir, et j'ai un tas de gravats au milieu du salon, et voilà, la situation est bloquée. Ah oui, c'était horrible. C'est... là, on est dans un... Donc vous voyez, parfois, s'il y a une économie à faire, c'est pas au niveau du Vastou. Non, parce que si vous voulez, quand le projet est harmonieux et tourne bien dans l'énergie, tout se fait facilement. Et à l'arrivée, je suis certain qu'il y a des économies qui sont faites. Mais sans connaître le Vastou, on a quand même, en concevant une maison, on a quand même un espèce de sens, une intuition. Heureusement, voilà. Heureusement, vous avez évidemment vos capteurs personnels, votre intuition, et puis il faut que ça corresponde aussi à votre énergie, qui n'est pas forcément parfaite en termes, je dirais, Vastou, mais qui correspond aussi à ce que vous voulez. Et là, c'est aussi important que le consultant soit discret, si vous voulez. Enfin, discret dans le sens où il sente aussi ce qui est en accord avec votre énergie. Et pas forcément raisonner en pur technicien Vastou. Parce que se mettre en lien, c'est pas simplement non plus avec l'habitat, c'est aussi avec la demande de la personne. Et puis parfois, elle a à cœur de faire les choses comme ça. Alors on se dit, tiens, d'un point de vue Vastou, c'est pas l'idéal, mais peut-être que ça correspond bien à l'énergie de la personne. Oui, parce que ça répond à un besoin. Vous savez, spécifique. je compare aussi, c'est un peu comme une association d'un couple. Des fois, les névroses qu'on dit s'emboîtent bien, vous voyez, et ça fonctionne correctement. Alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en fait il y a une complémentarité dans les personnalités qui font que c'est enrichissant, vous voyez. Et donc c'est pareil, un petit peu, on a un peu une relation particulière avec la maison, et parfois les gens vont aller se mettre aussi dans une maison un petit peu compliquée en termes d'énergie, mais qui va leur correspondre en fait à leur chemin d'évolution. Et si ils souhaitent la correction Vastou, mais que en fait c'est pas, je dirais, le moment de la faire, eh bien il y a toujours un petit truc qui coince et ça se fait pas. Ça j'ai remarqué. C'est comme pour les initiations à la méditation. Il y a des gens qui disent « Ah, ça m'intéresse la méditation », mais le jour où ils prennent la voiture le matin pour venir, hop, la voiture démarre pas. Ils sont en panne, ils sont coincés, ils appellent « Je suis désolé, ma voiture en panne ». Vous voyez, des petites... Mais ça, combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois? Donc, il faut être attentif aux signes, des signes. Là, c'est pas du tout mental, hein, c'est pas du tout rationnel, mais il y a des petits signes comme ça qui font que on se dit oui, voilà, c'est le moment de faire ça, ou c'est pas le moment de faire ça. Là, c'est peut-être le moment de se quitter, je ne sais rien. Enfin, on n'est pas non plus pressé, hein, si vous avez encore des questions sur le sujet. Bon, je pense que dans les grandes lignes, vous avez vu un petit peu l'état d'esprit du Vastou, comment les domaines d'action, comment ça fonctionne, et puis... Et le terme Vastu, c'est indien. En Inde, on dit. Enfin, c'est une traduction ou Non, non, c'est le mot originel. C'est le mot. Le Vastu Shastra. C'est la science sacrée de l'habitat.
c'est issu des Védas. Hein. Les Védas, c'est un peu, on va dire, l'encyclopédie de la vie, de la nature, qui a été écrite par des sages qu'on appelle les rishis, qui étaient des êtres vraiment d'une très très grande ouverture psychique et qui avaient une connaissance très très fine de la nature et donc qui ont en fait décrit un petit peu les lois de la nature dans différents domaines, que ce soit dans les arts, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'habitat, la danse, enfin vous voyez, plein de domaines différents. Et ça date d'à peu près au moins 5000 ans, enfin au moins 3-4 000 ans pour sûr. Certains historiens disent un peu plus. Et c'est une discipline qui est restée relativement quand même secrète. Secrète parce qu'elle est très puissante et justement ce qui est très efficace ne doit pas être mis entre toutes les mains. Et l'apprentissage traditionnel du Vastu, ça peut s'adresser qu'à des gens qui sont quand même dans une recherche intérieure sincère. Sinon, ça ne se fait pas. Donc, si ça m'intéressait, qu'est-ce que je dois faire, par exemple? Intéressé par quoi? Par la formation? Oui, la formation. C'est bien. Est-ce qu'il y a un âge? Oh là, non. Ben non, mais... Peut-être que je suis trop vieille, je ne sais pas. Il y a une taille requise. Il y a une taille requise parce que si tu es trop petit, tu n'arrives pas à mettre. Ah oui, c'est l'escabeau. Voilà. Non, il n'y a pas de... Il n'y a aucun prérequis social, religieux, d'âge ou quoi que ce soit. Sauf qu'il faut venir sur le continent. Ah oui, ça, ça va être compliqué. Pourquoi compliqué? Pour faire une formation, je dois me déplacer, donc ça... Oui. Mais déjà, c'est pas en Inde. Oui, la chance. Je n'avais pas pensé. L'avion, il marche dans les deux sens. Il fait Bordeaux-Ajaccio et Ajaccio-Bordeaux. En hiver, il n'y en a pas tout le temps. En hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, allez, il faut faire Ajaccio-Marseille, Marseille-Bordeaux. C'est vrai que c'est... Bon, c'est par week-end ou comment c'est fait? C'est 5 week-ends sur l'année. 5 week-ends sur l'année. Et en fait, la formation est quand même assez courte. Enfin, à la fois elle est longue et à la fois elle est courte. Là, il y a une première année, il y a 5 week-ends de 3 jours pour apprendre toutes les bases. Déjà, quand on arrive au 4e week-end, on commence un petit peu à être sur du pratique. Le moustique va-t'en. Et la 5e week-end, c'est très très pratique. On voit déjà des consultations sur site. Et puis aussi l'opportunité de se déplacer lorsque je fais des consultations dans un lieu. Donc en général, pas forcément dès le début quand même. C'est bien que les gens aient déjà quelques bases, parce que sinon ça paraît un petit peu trop abstrait. Et puis, donc la première année, plus dense, et puis ensuite la deuxième année, c'est de se voir uniquement 2 fois dans l'année, mais en commençant à faire un petit peu de consultation soi-même, en supervision, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un protocole que j'expose, et qui fait que vous commencez à faire de la consultation, mais sans être totalement lâché. Vous voyez, c'est-à-dire que je supervise en fait votre travail, je le valide, et puis bon, en général, donc ça, c'est une consultation de correction qui se fait en 2 temps, où il y a une première visite sur le lieu pour voir un petit peu tout ce que vous pensez mettre en place.
Donc ça nécessite de faire un tout petit compte-rendu. Souvent ça se passe par un échange téléphonique qui dure à peu près 1 heure. Bon, sur lequel en fait on discute. Moi-même j'ai reçu vos éléments avant pour pouvoir regarder un petit peu, réfléchir sur le dossier. Et puis après, donc vous repartez, vous faites la correction proprement dite. Donc vous voyez, c'est quand même aussi assez pratique et rapidement. Mais après, il faut quand même du temps. Alors il y a des cas qui sont assez faciles, et puis parfois il y a quand même des dossiers, je dirais, beaucoup plus complexes. Ça peut arriver des fois que je dise, bon, là, ce dossier-là, je viendrai le faire quand je me déplacerai, parce que c'est quand même un peu compliqué. J'ai eu le cas avec une étudiante de l'année, pas de la session de cette année, mais de la précédente promotion, sur lequel j'étais un peu hésitant, et au final la consultante n'a pas vraiment réussi à faire la consultation. Elle s'est arrêtée parce que c'était un peu trop compliqué. C'était un peu trop compliqué. Parce que parfois, même si ça paraît pas forcément compliqué sur le plan, sur le terrain, enfin généralement les petits capteurs me disent bon, là c'est limite un petit peu. Écoutez, vous avez de toute façon toutes les informations sur nos sites. Prenez un petit papier avant. Si vous vous intéressez à la méditation, j'ai aussi écrit un livre qui s'intitule Yoga et Méditation, qui expose avec clarté en fait comment fonctionne la méditation. Bon, c'est là, vous pouvez prendre un petit temps, regarder si vous souhaitez acquérir ce livre, et puis prenez une documentation, vous aurez nos références, le site www.medityoga.org, médite, M-E-D-I-T, yoga, tout attaché.org. Et à partir de ce site, vous avez des liens aussi sur le site habitavastu.com, qui est le site plus spécifique dédié au Vastu. Mais sur le premier site, Medit Yoga, vous avez tout le calendrier en fait, de nos activités, y compris justement les formations Vastu. Mais si vous voulez après avoir plus d'informations sur le Vastu, mais je pense qu'à l'issue de la conférence de ce soir, vous avez beaucoup plus d'informations que vous ne pourrez trouver sur la présentation qui est quand même assez succincte. Mais sur Habitat Vastu, vous aurez aussi les dates. Puis on a un troisième site qui s'appelle permaculturebordeaux.com, donc qui est dédié aux formations qu'on donne sur la permaculture. Voilà, ben écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Oui, merci beaucoup. Et je vous remercie aussi de votre présence. Je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. Et puis au plaisir de vous revoir, alors peut-être prochainement pour une correction. Oui. Là, il faut vraiment, si vous êtes motivé, il faut vous manifester. Alors Anne fait un peu le relais parce qu'on est quand même très en relation puisqu'elle suit aussi la formation Vastu. On vient ici, on a fait hier une journée d'initiation à la méditation, donc probablement si je reviens, je vais coupler aussi avec une journée de formation à la méditation. Et puis, si on est là pour 2-3 jours, on optimise un peu le temps pour aussi faire les corrections qui ont été demandées. Pour voir aussi, vous avez sur notre site Habitat Vastu, vous avez une grille tarifaire, ça vous permet un petit peu de situer, mais après on affine. Mais ça vous donne un ordre d'idée, si vous voulez, quel est le coût d'une correction, consultation-correction. Vous avez aussi le diagnostic. Ça, je peux dire 80 € pour avoir un diagnostic je dirais, de l'état énergétique de la maison. Mais attention, c'est pas de la correction. C'est juste dire, voilà, bon, la maison est assez bien calée, il y aura des petites choses, mais bon, vous dire la maison est pas terrible. Déménager au plus vite. Ou alors venir corriger demain.